Bon. Voilà, bonjour, merci Bonjour. pour cette invitation. Et avant de commencer, je voudrais aussi remercier Olivier Wintenberger, qui est membre du Centre de recherche en mathématiques appliquées à l'Université de Paris-Dauphine, parce que c'est au fil d'un certain nombre de conversations avec lui que j'ai vraiment réussi à saisir ce qui m'intéressait dans Lévi-Strauss et la théorie des groupes, dont je vais un peu parler. Alors, dans ce qui suit, je souhaiterais d'abord parler de la manière dont Lévi-Strauss s'approprie, donc transforme la notion d'inconscient. Je vais surtout parler d'un premier Lévi-Strauss, de Lévi-Strauss des années 40 et 50 jusqu'à Triste Tropique. Après, je crois que le rapport à l'inconscient, le rapport à Freud change beaucoup. Donc son œuvre à cette époque-là, dans les années 40 en particulier, se construit dans un dialogue assez fécond avec la psychanalyse. Atteindre un certain inconscient est un des objectifs déclarés de l'anthropologie structurale, mais ce qu'il entend par inconscient est à beaucoup d'égards éloigné de ce qu'entendent les psychanalystes. Et c'est ce que je vais dire dans un premier temps. Mais vraiment, au-delà de ça, et c'est ce qui m'intéresse vraiment, au-delà donc du projet explicite de Lévi-Strauss, ce qui m'intéresse dans cette communication est de saisir un travail inconscient qui se manifeste de manière plus indirecte dans l'œuvre de Lévi-Strauss, qui est capté en marge des propos explicites presque accidentellement. Donc je vais partir d'un texte qui n'a pas été écrit par Lévi-Strauss, mais à sa demande, qui est l'appendice de la première partie des structures élémentaires de la parenté, qui date de 1949 et qui a été rédigé par le mathématicien André Weil, qui est membre fondateur du groupe Bourbaki, comme vous savez, et qui est connu, entre autres, pour son travail sur la théorie des groupes. Et je prends ce texte parce qu'il va me permettre de saisir assez rapidement et sur un exemple précis quelques aspects importants de la manière dont Lévi-Strauss mobilise la notion d'inconscient. Et il présente aussi, je pense, un intérêt majeur dans le cadre de cette rencontre autour de la question des passages des disciplines, puisqu'il constitue un temps fort de pluridisciplinarité liant de façon novatrice des savoirs anthropologiques et mathématiques. Et il y avait eu un rapport du CNRS, je crois, dans les années 90, qui pointait ce texte comme particulièrement significatif pour cette raison. Donc, esquissons le contexte dans lequel s'insère cet appendice. Lévi-Strauss, on le sait, avait repris à Marcel Mauss l'idée d'une construction de l'ordre social par l'échange. Il avait proposé que dans le domaine de la parenté, c'était les femmes elles-mêmes qui étaient échangées. J'avais, dans une version antécédente de ce papier, j'allais vous montrer un clip, mais pour des raisons de temps, je coupe. C'était Lévi-Strauss qui parlait des parentés. Donc, les structures élémentaires de la parenté étudie de près les règles très complexes qui assurent la circulation des femmes entre les groupes sociaux. Et c'est en travaillant sur les règles de mariage d'un peuple aborigène australien, les Murngin, que Lévi-Strauss se rend compte qu'il a besoin de l'aide d'un mathématicien. Donc les Murngin sont un peuple du nord-est de la terre d'Arnhem et il y a eu une erreur dans l'identification de leur nom. Donc en fait, ils s'appellent Yolongu et on les connaît de ce nom-là aujourd'hui. Et l'anthropologue ne parvient pas à démêler les formes d'échange matrimonial propres à cette population avec les moyens formels qui sont les siens. Alors Weil va s'atteler à cette tâche en employant l'algèbre et la théorie des groupes. Et donc les groupes en mathématiques sont des structures algébriques dont l'étude s'est développée au XXe siècle. Weil traite les structures de parenté à la manière de groupes algébriques, c'est-à-dire comme des systèmes de permutation dotés de lois de composition interne qu'il s'agit de dégager. Et dans les chapitres qui précèdent l'appendice de Weil, Lévi-Strauss avait déjà établi une distinction majeure entre l'échange restreint, donc il n'y a que deux groupes qui font l'échange, et celui qui reçoit une femme est aussi le groupe qui rend la femme au groupe donnant, et l'échange généralisé qui est beaucoup plus complexe, qui implique beaucoup plus de groupes, on le présente en général par un schéma en cercle, et qui requiert donc qui est plus complexe dans l'espace en termes de nombre de groupes et dans le temps en termes de génération. Alors Weil commence son appendice
en construisant le modèle d'une société imaginaire qui est à 4 classes, qui pratique l'échange généralisé à 4 classes, le diagramme de Lévi-Strauss qui a été repris par la suite par Lacan, qui l'a transformé en autre chose. Et ici, comme dans le cas des Mundgin, le sens de ce diagramme, c'est qu'il y a vraiment 2 règles qui se combinent pour brasser les populations selon une forme distincte. La première détermine l'appartenance d'un individu à un sous-groupe particulier, tel qu'un clan ou une classe, et la seconde dicte quelle femme il peut épouser en tant que membre de ce groupe. Donc ceci est une saisie d'écran de l'appendice de Weil que je vais très brièvement commenter. Enfin, je ne veux pas faire un exposé de mathématiques, mais je dois dire un certain nombre de choses sur les mathématiques pour parler de la place des mathématiques vraiment. Donc, il y a 4 types de mariages qui sont 1, 2, 3, 4. Donc ici aussi, donc homme A, femme B, homme B, femme C, homme C, femme D, homme D, femme A, sont les 4 types de mariage permis. Et la règle, c'est que les enfants se marient selon le type de mariage de leurs parents. Et en termes mathématiques, on dira que le type de mariage que peut contracter, par exemple, un fils issu d'un mariage MI, donc ça peut être MI, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, ce que vous voulez, est fonction de ce mariage. Okay, ce qu'il montre ainsi, c'est extrêmement élémentaire, c'est le tout début de l'algèbre qu'il va ensuite complexifier énormément. Okay. Voilà. Et donc vous pouvez, pour revenir au tableau, voilà, donc les enfants de mariage, pardon, j'ai oublié de dire qu'il y a une règle de filiation aussi, qui est les enfants sont du même clan que la mère. Voilà. Donc, les enfants de mariage M1, on regarde la femme B. La femme sera donc B. On regarde les règles qui dictent une femme B, l'enfant sera nécessairement C, donc il devra contracter un mariage C, etc. Donc, ce sera M3 ici, le mariage C. Ce sera un homme C avec une femme D. Et donc, voilà, ça c'est le type de mariage que doivent contracter les fils et les filles selon leur appartenance. Enfin, l'objet est de parler vraiment d'une combinatoire, de cette combinatoire très fine et assez particulière que donc Lévi-Strauss va démêler grâce à l'aide de Weil et de la théorie des groupes. Okay, là où les mathématiques commencent réellement à intervenir, c'est dans la traduction algébrique des permutations propres à chaque système de parenté, c'est-à-dire le calcul des alliances permises. L'algèbre permet de répondre à des questions du type: dans tel ou tel système, peut-on épouser la fille du sœur de du père, c'est-à-dire la cousine parallèle? Et la valeur de ces descriptions mathématiques est celui d'un modèle dont la pertinence par rapport aux faits peut ensuite être vérifiée. Pour le mariage généralisé à 4 classes, Weil montre que son modèle correspond à un groupe mathématique connu, dit abélien. Il est donc possible d'essayer de tirer des leçons anthropologiques de ce que l'on sait mathématiquement du comportement de ce groupe. Bon, où se trouve l'inconscient dans cet exemple précis? Il y a plusieurs manières de répondre. D'abord, le modèle mathématique permet à Lévi-Strauss de comprendre les différentes structures de parenté et de différents groupes, et de classer les différentes solutions apportées au problème de l'échange par différents groupes. Donc Lévi-Strauss voit le système Mundgin, par exemple, comme un intermédiaire entre le système Aranda et le système Carrera. Il dédouble, dira-t-il, un système généralisé à 4 classes pour en faire un double système d'échange restreint à 8 classes. Chaque système de parenté trouve ainsi sa place dans une espèce de table globale de systèmes possibles. Tout ça est assez connu par rapport à l'anthropologie structurale. Et d'ailleurs, Lévi-Strauss présente parfois son objectif comme étant de construire l'équivalent sociologique d'une table de Mendeleev, donc le tableau périodique des éléments chimiques, même si en réalité il ne cherche jamais à compléter un tel tableau, c'est plutôt un horizon hypothétique.
Voilà. Et peut-être, ce qui est peut-être moins connu et que j'imagine que Lévi-Strauss s'est beaucoup inspiré d'un grand projet mathématique de l'époque, qui a commencé dans les années 50 et finalisé dans les années 80, qui a été celui de classer tous les groupes finis simples, puisqu'il y en a un nombre fixe. Ouais. Les règles matrimoniales propres à chaque population sont élaborées de façon délibérée. Ce qui demeure hors du champ de la conscience indigène, c'est le système global, et peut-être le lien entre chaque solution locale et ce système global. Nous sommes ici fort éloignés d'un inconscient d'inspiration freudienne tout en profondeur. L'inconscient ici est plutôt de l'ordre d'un virtuel, c'est un système limitant des possibles. Et si l'on en croit le modèle de la théorie des groupes, il ne constitue pas un inconscient caché dans les sociétés ou dans l'homme. Cette logique nous englobe, elle décrit des propriétés objectives, des formes géométriques simples, car le propre des groupes finis est qu'ils peuvent toujours être représentés comme un ensemble de symétries dans un espace euclidien. Ce dernier point est important, car il fournit un indice sur la manière dont les sociétés ne possédant ni l'algèbre ni la théorie des groupes ont peut-être élaboré des structures dont la représentation dans nos propres sociétés requiert une formation mathématique poussée. En effet, les transformations algébriques propres à un groupe peuvent également être effectuées en manipulant des figures géométriques réelles dans l'espace. Un cube, par exemple. Il y a un groupe des rotations du cube qu'on peut vérifier algébriquement et aussi en faisant tourner un cube de différentes manières. Et le système décrit par Weil et Lévi-Strauss fonctionne un peu comme un Rubik's Cube, qui est aussi construit de sorte à ce qu'un certain nombre de manipulations permet toujours de mettre un carré, donc en termes de parenté ce serait un conjoint, à la place d'un autre. La théorie mathématique des groupes, dans son aspect géométrique, permet de saisir le côté expérimental de l'inconscient structural. Le cerveau entreaperçoit des structures que les êtres humains peuvent ensuite élaborer par des moyens concrets. On comprend désormais que dans le clip que j'allais vous montrer, Lévi-Strauss parle de l'espace géométrique des relations sociales. Et dans ce contexte, on voit bien que quand il parle d'espace géométrique de la parenté, d'espace de la parenté, ce n'est pas une métaphore, ou ce n'est pas qu'une métaphore. Il y a vraiment un espace. Et il y a un lien aussi, je pense ici, peut-être qu'on pourrait faire avec ce que Alain Berthoz disait sur les espaces, cet espace de la parenté. Je prends un petit peu d'eau. Voilà. Donc l'inconscient structural, cet inconscient englobant et combinatoire, acquiert ainsi un contenu propre, qui est cette logique concrète que Lévi-Strauss ne nommera et ne décrira que bien plus tard dans la pensée sauvage, publiée en 1962. Logique qui est toujours adhérente, c'est le mot-clé, attachée à des qualités secondes, des propriétés, des formes géométriques. Et cette logique à adhérer peut-être à un cube ou peut-être à un plan de village, comme Lévi-Strauss le suggère quand il dit d'un village bororo, que le plan d'un village bororo présente un argumentaire à leur savoir, au savoir anthropologique des Bororo, un schéma rendu patent par le plan d'un village. Dans les théories que Lévi-Strauss édifie de manière explicite, dans ses analyses fouillées, nécessitant parfois l'aide d'un mathématicien, Lévi-Strauss nous parle de... plan du village Bororo. Lévi-Strauss nous parle de l'inconscient, d'un inconscient que j'ai qualifié de structural. Il l'assimile le plus souvent à une logique combinatoire extrêmement fine qui n'est pas dépourvue de sa beauté propre. Mais il y a dans ses travaux le dévoilement d'un autre inconscient qui se manifeste cette fois-ci indirectement, comme l'inconscient freudien, par le biais des déformations qu'il imprime sur une matière. Ainsi, le modèle scientifique construit par l'anthropologue ou le mathématicien est révélateur non seulement du fait de ce qu'il permet de représenter, mais du fait qu'il révèle involontairement les forces qui agissent sur lui de l'extérieur et lui échappent.
ce qui se reflète dans cet envers du modèle mathématique est ce que l'on pourrait appeler un inconscient historique, parce qu'il surgit au point d'intersection entre le système et son contexte. Il porte la trace des conflits propres à l'insertion du système dans une ou des réalités préexistantes. Ce que je vais développer maintenant, c'est que vraiment, quand Lévi-Strauss nous parle d'inconscient, il en est la plupart du temps fort loin. Mais quand il s'arrête de nous en parler, de théoriser explicitement son fonctionnement, il se met à tendre l'oreille différemment, et ses textes s'ouvrent à une forme d'écoute, cette fois-ci proche de celle du psychanalyste. L'analyse structurale de Lévi-Strauss, puis celle algébrique de Weil, révèlent une ambiguïté au sein du système de parenté Mürngen, voire même un clivage. Mené à son terme, il mènerait à une division de la société Mürngen en deux groupes irréductibles, c'est-à-dire entre les membres desquels il n'y a aucun lien de parenté. Tout se passe en fait, explique Lévi-Strauss, je l'ai déjà noté, comme si le système Mürngen était à l'origine un système d'échange généralisé à 4 classes qui s'est ensuite transformé, peut-être au contact d'une population voisine. Le système d'échange généralisé s'est alors dédoublé. Le nombre de classes est passé de 4 à 8 et le type de mariage à 16. Mais en même temps, le type d'échange pratiqué s'est aussi modifié. Dans sa nouvelle incarnation, la société Mürngen se mue en un double système d'échange restreint, l'un collé à l'autre. C'est dans cette transformation historique que nous retrouvons la trace de quelque chose comme un conflit caché. En effet, les Mürngen semblent avoir essayé de concilier deux principes différents, difficilement conciliables, celle de la réciprocité et celle du maintien de l'unité du groupe social. C'est le mathématicien qui nous apprend qu'il aurait été relativement facile pour eux de maintenir la mixité sociale en ignorant la réciprocité, c'est-à-dire en ne s'obligeant pas à construire un système qui se clôture avec le retour d'une femme au groupe même qui avait inauguré le cycle des échanges. Dans la première partie de son appendice, Weil avait montré que le modèle de base de l'échange généralisé à 4 classes, la réciprocité, le retour de la première femme donnée, est garanti par la règle qu'il doit toujours être possible d'épouser la fille du frère de sa mère. Cette règle matrimoniale équivaut à un principe mathématique de commutativité. Mais cette commutativité dicte que le cycle d'échange se clôture par le retour d'une femme donnée au premier groupe donateur. Simplement, pour des raisons obscures, le système des classes des Mürngen s'est transformé et ce trait du système de l'échange généralisé a été compromis. La solution que les Mürngen semblent avoir trouvée a été de passer d'une forme d'échange généralisé à une forme d'échange restreint, qui est une manière très simple de satisfaire la réciprocité, mais qui ne peut se faire dans le cas des Mürngen sans s'engager dans une voie qui mènerait à terme à la scission du groupe en deux groupes irréductibles. Je détecte dans cette reconstruction de la genèse du système Mürngen une écoute plus sauvage d'un processus inconscient. Le système de parenté Mürngen est d'une très grande complexité. J'arrive vraiment à la clé de ce que je veux dire sur la parenté Mürngen. Cette complexité, Lévi-Strauss lui-même l'a décrit comme excessive, voire gratuite. Et c'est même cette complexité qui pousse Lévi-Strauss à chercher l'aide d'André Weil. Mais au bout de l'analyse, c'est le phénomène même de la complexité lui-même qui devient le sujet réel des interprétations de Lévi-Strauss, quoique caché. Le modèle mathématique saisit cette complexité de l'intérieur, mais en même temps, il témoigne aussi des forces agissant sur elle, la rendant nécessaire en tant qu'elle permet la continuité de la réciprocité du retour des femmes échangées. C'est ici que se manifeste ce que l'on pourrait appeler un inconscient historique. On en voit également la trace dans le fait que les Mürngen, pour éviter le risque de désagrégation impliqué dans le passage d'un double système d'échange restreint, un passage vers un double système d'échange restreint, les Mürngen, en fait, n'appliquent pas ce système jusqu'au bout, pervertissent sa logique.
L'inconscient structural qui semblait nous englober, de par l'universalité mathématique de sa combinatoire, a lui-même un extérieur. Il ne peut exister qu'inséré dans un contexte dans le temps. Le travail de Lévi-Strauss sur la parenté australienne pousse le formalisme en anthropologie jusqu'à un point extrême d'abstraction. Mais en même temps, il manifeste la jointure entre ces systèmes abstraits et autre chose, un impératif, sans doute inconscient, qui est, lui, éthique. Les mathématiques, ici, s'articulent au moral. Est-ce un hasard si ces analyses ont été développées dans l'immédiat de l'après-guerre par deux juifs qui avaient fui la persécution? L'enjeu de ce texte à l'apparence austère est celui des conditions de la cohésion sociale. La question implicite est par quel moyen résister à la division du groupe. C'est une dernière partie de mon exposé. Lire ainsi Lévi-Strauss nous force à nous mettre nous-mêmes à l'écoute de ce que ces textes ne disent qu'indirectement. Le travail sur la parenté Mundgin existe dans un rapport étroit mais caché avec une autre série de travaux traitant d'un problème en apparence différent, en fait rapproché, celui des peintures faciales Cadovéo. Et je n'ai pas le temps de le montrer. Lévi-Strauss, dans le détail, Lévi-Strauss propose de voir les peintures Cadovéo comme une forme de split representation, en français de représentation dédoublée. Le terme est emprunté au grand anthropologue américain Franz Boas, qui l'utilisait pour désigner, entre autres, la représentation d'une vue de face par le moyen de deux profils accolés. Donc, ce que vous avez ici, c'est une maison de Tsimshian, et le cercle au milieu des deux ours, c'est l'entrée qui correspond à la porte de cette maison. En deux mots, la parenté Mundgin, c'est aussi une forme de split representation, de représentation dédoublée pour Lévi-Strauss. Ce qui importe surtout ici est que les peintures Cadovéo relèvent d'un inconscient structural, donc de type combinatoire, mais que cet inconscient en cache un autre, davantage tourné vers l'histoire, ou plutôt ici son déni, ainsi que vers le corps féminin. Les Cadovéo pratiquent une forme de peinture qu'elles appliquent, ce sont les femmes qui sont les peintres, au visage d'autres femmes du groupe, parfois aux enfants. Vous avez déjà vu cette photographie. Donc, ce sont des photographies prises par Lévi-Strauss en 1935 lors de son terrain. Lévi-Strauss avait pu en voir quelques exemples lors de son terrain, et il avait également demandé aux artistes Cadovéo d'exécuter des dessins sur des feuilles de papier et avait ainsi collecté quelques 400 précieux motifs qui avaient été perdus par la suite. Voilà. Alors, l'originalité de cet art ne tient pas tant dans les éléments qu'il combine, les spirales, les hachures, les veloutes, les grecs, les vrilles, que dans la manière dont ils sont combinés. Le trait récurrent est que, et je cite, une asymétrie apparente déguise une symétrie réelle, bien que complexe. Voilà un autre dessin fait par une femme Cadovéo, et donc que je vais utiliser pour montrer ce rapport entre, le point important, c'est vraiment le rapport entre symétrie et asymétrie dans ces dessins. Donc, c'est un dessin qui est organisé à la fois sur un double axe horizontal et vertical, de telle sorte à ce que les décors se répètent symétriquement par rapport à ces deux premiers repères, mais en même temps, il y a aussi un axe oblique qui fait que, par exemple, cette spirale-là qu'on retrouve de ce côté ici est inversée de l'autre côté. Oui. Voilà. J'en montre d'autres exemples. Donc, je montre aussi cette très, très belle photo. On peut regarder en détail que le même type de rapport entre symétrie et asymétrie existe dans ces dessins-là. Et celui-là, qui est un dessin du 19e siècle, recueilli par quelqu'un d'autre. Ça sont des dessins faits sur des feuilles de papier. Ça, c'est la place de la bouche, ici. Voilà, ici aussi, place de la bouche. Voilà.
Voilà. Donc la composition de ces motifs relève d'une logique fine, combinatoire. Les mêmes éléments sont repris et semblés à chaque fois de manière différente. Voilà. Il s'agit en fait de groupes de rotation en termes mathématiques. Lévi-Strauss ne le dit pas. Mais il pourrait être étudié en tant que groupe de rotation, l'ensemble de ces dessins. Voilà. Bon, cet inconscient, cette combinatoire que je décris et que je mets en rapport avec l'autre combinatoire, qui est la combinatoire de la parenté, ne relève pas vraiment de l'inconscient, elle relève d'une très vieille tradition. Il y a peut-être de l'oubli qui joue aussi. Voilà. Mais là où Lévi-Strauss retrouve... là où il y a un inconscient qui se manifeste, selon les analyses de Lévi-Strauss, c'est dans ce que ces dessins sont censés représenter. Alors, Lévi-Strauss retrouve chez les Caduvéo des individus cherchant une réponse au même problème social que les Murnguin, c'est-à-dire la division du groupe. Ils faisaient partie autrefois d'un groupe beaucoup plus grand, les Mbaya Guaycuru, et Lévi-Strauss observe une société rigidement attachée à une hiérarchie sociale, autrefois soutenue par l'esclavagisme, et qui était divisée en 3 castes, et essentiellement repliée sur elle-même, les nobles, les guerriers et la plèbe. Et l'endogamie de ces castes maintenait ces groupes au bord du gouffre. Lévi-Strauss, je suis obligé de faire vite parce que je vois mon carton vert qui me stresse un peu, mais je vais avancer. Met ces dessins en rapport avec ce qu'il observe dans des sociétés avoisinantes, Bororo entre autres, qui avaient une structure sociale qui ressemblait à 3 classes, donc divisées, mais aussi, où il y avait aussi un système de moitié. Donc, quelle que soit votre classe, vous deviez toujours épouser la femme dans la moitié opposée, ce qui fournissait un repère pour construire une unité du groupe. Voilà. Donc, au sujet de cette société, Bororo, Lévi-Strauss dit « l'asymétrie des classes se trouve en un sens équilibré par la symétrie des moitiés ». Okay, donc, vous voyez le même rapport entre asymétrie et symétrie, mais cette fois-ci réalisé sociologiquement. Et donc, l'analyse de Lévi-Strauss va être que les dessins Caduvéo, donc je cite maintenant un passage célèbre, sont le fantasme d'une société qui cherche avec une passion inassouvie le moyen d'exprimer symboliquement les institutions qu'elle pourrait avoir si ses intérêts et ses superstitions ne l'en empêchaient. En d'autres termes, les dessins saisissent une structure sociale, tout en la transformant, puisqu'ils la convertissent en un lacis d'arabesques complexes où se cache le sens réel. Nous touchons ici une première forme d'inconscient structural, puisque les dessins ont à la fois la valeur de décoration et sont aussi la représentation voilée d'autre chose, d'une structure qui est elle-même à la jonction d'un désir et d'un interdit. Ces dessins fonctionnent en partie comme les modèles que Lévi-Strauss utilise dans les structures élémentaires de la parenté. Ils ont la valeur d'une analyse et donnent à voir dans leur transparence une structure désirée mais pas vécue. Lévi-Strauss le suggère lui-même quand il dit qu'il suffit de considérer le plan d'un village Bororo pour s'apercevoir qu'il est organisé à la façon d'un dessin Caduvéo. Fin de citation. Mais ces dessins accomplissent aussi un autre travail inconscient, ce que le texte de Lévi-Strauss ne dit pas, mais permet de comprendre. En écrivant sur les Murnguin, Lévi-Strauss avait déjà distingué entre un système implicite à 4 classes et un système explicite à 8 classes. Donc entre ce que font réellement les Murnguin et la manière dont ils se représentent ce qu'ils font. C'est au fond ce clivage qu'il continuera d'explorer chez les Caduvéo. Mais chez eux, les représentations, c'est-à-dire leur art, deviennent pleinement moyen de défense au sens freudien. Le modèle, ici, perd sa transparence, nous renvoie plutôt une image, telle un écran,
et ce faisant cache les inégalités sociales, c'est-à-dire la violence réelle qui est au cœur de l'ordre social. La complexité de l'art Cadovéo acquiert ici un sens nouveau. Les dessins tracés sur les corps des femmes permettent au groupe social de vivre dans une certaine ignorance. Ils créent un espace où le moi est à l'abri d'un savoir, à moins que ce ne soit un désir, qui menace son intégrité, un savoir qui porte sur l'inégalité et ce qu'elle implique de violence. Le premier texte de Lévi-Strauss sur les Cadovéo date de 1942 et il a été publié dans la revue VVV pendant qu'il était aux États-Unis. Il s'appelle Indian Cosmetics et il renvoyait, le titre et l'essai, à l'éloge du maquillage qui est contenu dans Le peintre de la vie moderne de Charles Baudelaire. Lévi-Strauss reprenait à Baudelaire, en l'appliquant au Cadovéo, une ligne de pensée sur le besoin de transformer l'élément naturel présent en toute femme en lui appliquant des formes artificielles. Il y a des origines là de l'opposition nature-culture, dans des origines baudelairiennes de l'opposition nature-culture. Voilà. Plus tard, en 1944 et en 1955, dans Tristropique, quand il revient sur les Cadovéo et qu'il décrit ses dessins et la manière dont les motifs plaqués sur les corps féminins dissèquent puis recomposent selon d'autres principes ces corps, il utilise un langage qui évoque subtilement un sadisme à valeur érotique. Il prolongeait ainsi le même thème baudelairien et captait en même temps une certaine violence symbolique, mais sans l'intégrer à ses argumentaires explicites. Je note qu'un autre texte majeur de la même époque, l'efficacité symbolique, est également concerné par l'inscription et la manipulation du corps féminin par des symboles, dans ce cas-là, un chaman qui chante et crée une espèce de géographie affective du corps d'une femme. Ces liens pointent un dernier niveau de lecture des textes de Lévi-Strauss que j'ai présenté aujourd'hui et manifeste un inconscient cette fois textuel qui semble être en partie au moins habité par la question du corps des femmes. Dans l'analyse des peintures Cadovéo, comme la représentation symbolique, et je suis en train de conclure, voilà, dans l'analyse des peintures Cadovéo comme représentation symbolique d'une institution manquante, ce qui reste hors du champ de la vision de Lévi-Strauss, c'est la projection d'une violence sociale sur le corps féminin, transformée en espèce d'écran pour projeter les fantasmes collectifs. Ce qui n'est pas pensé, c'est la dimension genrée des violences que l'anthropologue saisit. Pourquoi est-ce spécifiquement le corps des femmes qui devient la chose du groupe ? Question aussi laissée en suspens dans le travail de Lévi-Strauss sur la parenté, comme l'ont noté certains anthropologues. Elle demeure pertinente aujourd'hui, y compris dans les sociétés que nous habitons. Il y a sans doute là aussi un certain travail inconscient qui reste à saisir. Merci. Merci. Merci de nous avoir fait ainsi entrer dans ce que, pour ma part, je considère comme une tentative de cette époque-là. Vous avez parlé d'un horizon hypothétique et d'une ambition. À titre d'information, je vous signale qu'au début des années 80, les mathématiciens de l'École des hautes études considéraient que c'était un échec. Parce qu'ils avaient été mobilisés par Lévi-Strauss pour faire ce travail, à la suite du texte de Weil, et disons, une construction mathématique systématique n'avait pas abouti. D'autre part, comme l'a montré François Héran dans son imposante compilation des manières de représenter les systèmes de parenté, la représentation 2D, voire 2D géométrisée, comme vous l'avez suggéré, au moyen d'une structure mathématique de groupe, est souvent prise en défaut, alors qu'une représentation 3D, par exemple sur un cylindre, où l'on voit les échanges sur plusieurs générations, s'avère beaucoup plus simple. Il s'est appuyé notamment sur des schémas construits par Granet. Je parle de François Héran. Alors, maintenant, je vous pose la question de l'inconscient. D'abord, ça suggère que
les mathématiciens en dialogue avec Lévi-Strauss partageaient une même philosophie des mathématiques, comme quoi ce que, disons, le travail formel établissait renvoyait idéalement à une chose inaccessible, mais bon, enfin, dans une forme de platonisme, si vous voulez. Alors ça mérite examen, parce que, disons, le platonisme appliqué à l'anthropologie, c'est pas une chose facile à clarifier. Enfin, deuxièmement, le discours des agents est explicite. Ah non, tu ne vas pas te marier avec la fille du clan d'en face. D'ailleurs, chez nous, ça ne se fait pas. Alors ça, c'est un discours standard. Et il y a même des discours explicites et conscients sur les écarts aux régularités, du genre, oui, je ne me suis pas marié avec la nièce de, etc., mais quand même, ils ont de belles vaches, et c'était une belle dot. Donc voilà, en résumé, pourriez-vous nous éclairer un peu sur dans les différentes strates disons, du corpus lévi-straussien, sur la manière dont le concept d'inconscient apparaît, étant entendu que les voies que j'ai suggérées dans ma question ont fait l'objet de critiques. Voilà. D'abord, en commençant par le deuxième point, je sais qu'il y a un discours explicite, et c'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'il est situé à ce niveau-là, l'inconscient. J'ai dit au contraire que l'inconscient se situe au niveau du système, de la table, de ces liens. Ce que vous avez qualifié en utilisant l'idée de platonisme. Je ne cherche pas à le défendre, Lévi-Strauss, sur cette entreprise. Quoique, il y a eu un exposé récemment à la BNF d'un mathématicien spécialisé dans la théoricien des groupes, Michel Brouet. Bon, il ne semblait pas aussi sceptique sur la possibilité d'appliquer la théorie des groupes à ce genre de phénomène. Il changeait d'exemple parce qu'il y avait des problèmes avec l'ethnographie Mungin. Le mathématicien avec qui j'étais en dialogue semblait aussi penser que c'était porteur, mais il faut peut-être partir dans d'autres directions. Moi, je ne suis pas mathématicien. J'aimerais beaucoup travailler sur les peintures faciales en utilisant la théorie des groupes, mais pas en plaquant des théories de groupe pour faire du formalisme. Au contraire, parce que j'ai essayé de dire, c'est que il y a une pensée du lien entre les mathématiques et le moral et l'éthique quand il déploie ça. Et que c'est intéressant, justement, c'est quand on critique Lévi-Strauss pour son formalisme, et jusqu'au moment où il est le plus formaliste avec Weil, là, mais le texte de Weil est un texte éthique. On pourrait le présenter dans un cours de philosophie éthique. Je vois bien ce que vous voulez dire et je suis votre propos. Simplement, je vous signale que dans l'histoire des mathématiques, il y a comme ça une poignée d'auteurs qui écrivent des textes emblématiques, Condorcet, Volterra, Weil, et qui posent des problèmes de mise en œuvre. Oui, allez-y, je vous en prie.